Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Port-Louis, mais pas que, puisque nous sommes en compagnie de Jean-Marie Hubert. Jean-Marie Hubert, qui est le maire de la commune de Port-Louis, mais il est aussi le premier vice-président du conseil régional. Il a une autre casquette, puisqu'il est troisième vice-président de la CANGT. Jean-Marie Hubert, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir Canal 10 et je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, donc plusieurs sujets d'actualité. Je vais commencer par un sujet d'actualité qui a mobilisé beaucoup de gens, notamment la réforme des retraites. Alors c'est vrai que dans l'Hexagone, ici aussi, il y a des gens qui se sont mobilisés un peu partout. Pourtant, le Sénat a voté ce report de l'âge de la retraite, donc à repousser à 64 ans. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'on peut dire que c'est une réforme injuste, une réforme qui ne va pas dans le sens des personnes vieillissantes? En tout cas, comment avez-vous abordé cette question? Moi, je pense que, alors je ne sais pas si elle est injuste, mais elle n'est pas juste. Si elle n'est pas juste, elle est injuste. Forcément. Elle n'est pas juste, surtout pour un enseignant. Alors c'est vrai que pour la territoriale, le problème ne se pose pas tellement. Depuis que je suis maire, je ne connais personne qui part à la retraite à 65 ans, qui ne demande pas 2 années de plus. Que j'accepte. Bon. Mais c'est vrai qu'un enseignant qui a travaillé pendant 30 ans et qui arrive à l'âge de 60 ans, il lui faut faire 4 années de plus. Policier, les métiers difficiles, les métiers à risque. Moi, je pense que le Sénat a validé l'article 7 de cette loi proposant le passage de 62 à 64 ans. Bon, c'est les LR. Et puis le Sénat, c'est une assemblée où les insoumis n'y sont pas. Alors, ça reviendra en commission mixte, sénateurs et députés, 7 sénateurs, 7 députés. Et puis par la suite, ça devra faire l'objet d'un vote au niveau de l'Assemblée. Le gouvernement est droit dans ses bottes. Mais le peuple accepte difficilement cette réforme. Et en tant qu'élu, vous ne comprenez pas non plus cette réforme? Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis du côté du peuple. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je pense que la situation, d'autant que la situation de la retraite par répartition ne posait pas à proprement parler de véritables problèmes en ce moment. Alors, c'est vrai que dans les 5 années quand même à poser quelques problèmes quand on regarde le nombre d'actifs et le nombre de retraités, quand on regarde les chiffres à horizon 2030 du nombre de retraités, quand on prend en compte tout ça, est-ce que le gouvernement ne se trouve pas dans une impasse quelque part? Non, la retraite par répartition actuellement permet pendant les 5 années à venir de faire face à la situation des retraités, puisque retraite, qui dit retraite par répartition, ce sont les actifs qui payent pour les retraités, pour ceux qui sont à la retraite actuellement. Les retraités, moi je pense que la discussion avec les organisations syndicales, avec les organisations politiques même, nécessitait qu'on prenne un délai là-dessus. 64 ans, moi je pense que surtout pour les métiers à risque, surtout pour les femmes, surtout pour un certain nombre de professionnels, ça pose problème. Dans beaucoup de domaines, les femmes ont toujours été pénalisées de toute façon. Si on ouvre le débat, on aura vraiment une liste très longue. Très longue, tout à fait. Voilà. Au-delà, Jean-Marie Hubert, il y a un autre sujet qui
fait couler beaucoup d'encre, en tout cas en Guadeloupe, qui préoccupe, c'est quand même ce problème de sargasses. Alors, au niveau de votre commune, est-ce que vous êtes touché? Ben oui. Beaucoup? Très peu, très peu. Ben nous sommes touchés. C'est toujours très peu chez vous? Très peu. Non, c'est vrai, parce que c'est un problème de courantologie d'une part, et d'autre part, nous sommes dans la mer des Caraïbes et nous profitons d'une barrière de corail qui fait que Port-Louis est très peu impacté par les sargasses. Mais depuis hier, alors c'est vrai que nous étions, de par le passé, aux alentours de 80 000 tonnes. Nous allons passer à 300 000 tonnes. Pardon? 80 000 tonnes. Et vous passez à 300 000 tonnes? La Guadeloupe, de manière générale, D'accord. va passer entre 200 et 300 000 tonnes, ce qui signifie que ça aura de lourdes conséquences sur le budget des communes, puisque les sargasses, la responsabilité de l'État en mer n'est pas appliquée. Il faut attendre qu'elles arrivent sur Terre, et tout ce qui se fait sur Terre, eh bien, a des conséquences sur la mer, et l'hydrogène sulfuré pose un certain nombre de problèmes. Nous avons sur la plage très peu, mais il faut les enlever. Nous avons aussi sur le port de pêche aussi une vague qui n'est pas conséquente. Qui ne dérange pas forcément les pêcheurs? Pas encore, mais les sargasses vont durer 3-4 mois. On ne sait pas ce que cela deviendra. Il est aussi temps de prendre ses responsabilités là-dessus. Qui doit prendre ses responsabilités? Puisque selon votre collègue Sylvie Gustave dit Duflo, il faut passer par une coopération internationale. Mais cette coopération internationale, on en parle depuis le début, mais il y a des pays qui sont quand même réticents lorsqu'on regarde du côté du Brésil. Pourtant, il y a ce système pollueur-payeur. On n'en parle pas. Et deuxièmement, au Brésil, on a l'impression que, bon, le Brésil fait la sourde oreille puisqu'on dit que c'est à partir justement de la pollution du Brésil, pollution industrielle et autres, que ces sargasses prolifèrent. Il n'y a pas que le Brésil, mais c'est une préoccupation majeure pour l'ensemble de la Caraïbe orientale, l'OCEO, la Grande Caraïbe. Il est quand même important de régler globalement le problème, puisque si on le règle essentiellement au niveau de la Guadeloupe, on ne fait rien, puisque les sargasses ne sont pas issus du milieu guadeloupéen. Mais il faut régler avec qui? Il faut régler avec qui, Jean-Marie Hubert? Régler normalement la compétence en mer, le mieux consisterait à prélever les sargasses en mer. Et ça, c'est la compétence de l'État. Ben, l'État fait la sourde oreille. Ce qui signifie que les maires, aujourd'hui, ont de grosses difficultés à gérer, d'autant qu'avec l'hydrogène sulfuré, ben, et plus l'arsenic, il faut un lieu de stockage. On stocke où? Pour l'instant, on stocke où? Là, il y a des lieux de stockage dans les différentes communes, qu'il s'agisse de Capesterre, qu'il s'agisse de Petit-Bourg, qu'il s'agisse de la Côte au Vent. Mais ces milieux sont... Vous stockez où? Non, nous n'avions pas encore de sargasses au niveau de la mer des Caraïbes et au niveau du Nord-Grande-Terre. Sauf Anse Bertrand. Oui. Ils en ont. Mais ça arrive, c'est un problème de courantologie. Alors on ne sait pas si cette année-ci, les sargasses seront véritablement de retour à Port-Louis. Pour l'heure, depuis 2 jours, nous subissons ces effets. Mais est-ce que c'est au niveau de la CNGT que ça doit se régler? Pas spécialement. Mais bon,
moi, je pense que la CNGT peut jouer un rôle important là-dessus. Il y a l'usine de Cardel, où on peut utiliser comme levier pour détruire ces sargasses, mais en dehors de la récolte, puisque il y a aussi des conséquences. Mais il faut voir. Est-ce que les planteurs voudront que les sargasses viennent là, ensuite qu'eux puissent utiliser pour leur récolte? Est-ce que ça ne va pas poser un certain problème? Non, d'autant que on va commencer la canne biologique. Et la canne biologique doit être indemne donc le problème demeure entier. Le problème demeure entier. Et pour la canne biologique, il va falloir la traiter ou en amont de la récolte ou en aval de la récolte. Mais il faudra nettoyer l'usine. C'est bien ce que je disais. Est-ce que ça ne posera pas de problème avec les planteurs qui ne voudront pas venir là-bas pour... Mais il faut le faire en dehors de la période de la récolte. La récolte s'achève au mois de juin. Et avoir la certitude que ça soit bien nettoyé. Tout à fait. Tout à fait. Voilà donc un autre sujet. Alors maintenant, certains vous appellent Monsieur le Président. Monsieur le Président. Alors, ça va nous ramener à cette actualité. Non, c'est vrai que je suis président de plusieurs commissions. Oui, mais Monsieur le Président, oui, vous avez très bien compris, puisque bon, vous le vivez, je pense, régulièrement. Alors, est-ce que vous êtes triste de ce qui se passe? Et puis, deuxième question, vous avez été, de par votre profession, une personne très aguerrie, puisque les finances, ça vous connaît, la banque, ça vous connaît. Donc, est-ce que par rapport à cela, vous êtes triste de cette histoire qui concerne le président Chalus, mais quelque part qui vous concerne tous, puisque vous étiez à ses côtés? Qui concerne la région dans son ensemble. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça date de 2015. Il y a eu entre-temps des élections, le renouvellement du conseil régional. Moi, je pense qu'il faut attendre le 30 et le 31, la décision du juge. N'anticipons pas. Est-ce que le président Chalus sera véritablement inquiété? On ne le sait pas. That is a question. Il faut attendre le 30 et le 31 et ensuite on prendra les mesures et dispositions nécessaires. Mais est-ce qu'au cas où, et ça, je sais que vous pouvez faire preuve d'une vraie franchise, et est-ce que, si les choses fatalement se font et que le président est inéligible, est-ce que vous vous sentez d'attaque, vous vous sentez prêt pour assurer ce rôle de président de région? Honnêtement, est-ce que vous avez les reins solides, les épaules qu'il faut pour ça? Il y a deux choses. Moi, je crois qu'il ne faut pas anticiper. Mais on dit prévoir, vous regardez comment? Alors, et chez vous... juridiquement, comment ça se passe? Juridiquement. S'il y a un problème, eh bien, dans un premier temps, le vice-président remplace. Ensuite, le conseil se réunit pour élire, tout comme on a élu même à l'issue des élections, le conseil se réunit et met en place un bureau avec un président. Mais ça se fera de la même manière. Ça se fera de la même manière. Alors, vous me dites, est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous sortez d'attaque capable et tout ça pour assumer, parce que c'est quand même une fonction, on va dire, à haut risque quand on regarde, et puis c'est une fonction... à haut risque lorsqu'on ne prend pas à charge les responsabilités nécessaires. Moi, je crois que nous sommes dans une configuration où les risques sont mesurés, puisqu'il y a quand même un certain nombre de textes de loi qui régissent le fonctionnement du bureau,
du président. Il y a l'encadrement, d'ailleurs, la loi a été modifiée puisque aujourd'hui, la trésorerie générale et les percepteurs ne sont plus responsables des finances qui de la commune depuis janvier. Ce sont les administratifs. Les administratifs seront pénalisés sur 6 mois de salaire depuis janvier 2023. Cela signifie que tout chacun devra faire montre de responsabilité. Et pour vous, c'est bien. Oui, bon, enfin, c'est vrai que c'est un transfert, puisque les payeurs généraux risquaient d'être poursuivis sur leur denier personnel. Aujourd'hui, le transfert a été fait au niveau des élus et au niveau des administratifs. Il faudra mettre en place les mesures nécessaires pour accomplir les missions dans les conditions requises. Alors, au-delà, Jean-Marie Hubert, et là, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'il faut faire de l'information au niveau des élus, même mettre un espace en amont des campagnes pour expliquer aux élus comment faire par rapport aux comptes de campagne, en amont et en aval? Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'élus, en tout cas plusieurs élus, ont été touchés par cela. Vous savez, lorsque vous êtes dans une campagne électorale, il y a un trésorier qui gère le compte de campagne. La tête de liste n'est pas à même à suivre, mais c'est la tête de liste qui est responsable. Ça, c'est aussi valable pour le département, la région, les législatives aussi, que les maires. Les maires dans les communes ont une population supérieure à... On a vu avec d'autres comment ça s'est passé. Bien sûr. Même pour certains qui n'ont pas été élus. La formation est indispensable. La formation et l'information. Les deux sont indispensables. Qui doit faire cela? Est-ce que c'est de manière individuelle? Dans la dynamique de la liste électorale, il est indispensable de mettre en place une formation adéquate. Ça se fait, ça s'est fait. Enfin, pour lui, nous l'avons fait avec des spécialistes. Mais aussi bien au niveau financier qu'au niveau juridique, puisque nous avons fait appel à Julien Berillon, nous avons fait appel à Georges Calix, nous avons fait au niveau social, nous avons fait appel à Franck Garin ou l'ensemble de l'équipe. Vous êtes entouré d'experts. Enfin, on a réuni tous ces experts dans le cadre de la préparation, de manière à ce que chacun sache vers quoi il va. Alors, le mandataire financier doit être soit un expert ou soit être en lien avec un expert pour justement qu'il n'y ait pas de problème. Le mandataire financier est toujours en lien puisque les comptes de campagne sont validés par des experts comptables. Oui, mais ça c'est après. Donc peut-être qu'en amont, il y a déjà eu des choses qui se sont passées. Alors est-ce que ça ne doit pas se faire tout le long plutôt que de le faire après, puisqu'après, c'est trop tard. Non, ça se fait. Ben, généralement, il y a eu des rencontres aussi avec l'expert comptable qui précise ses attentes. Donc ça peut faillir de tous les côtés, finalement, lorsqu'on regarde bien. Oui, c'est-à-dire que, moi, je n'ai pas le détail de ce qui est reproché, et c'est pour cette raison que je dis qu'il faut attendre le 30, le 31, puisque ça peut aller d'une amende à une éligibilité. Si c'est une amende, le chef de file se donnera les moyens avec ses équipes pour payer l'amende. Vous n'avez quand même pas répondu à ma question et c'est peut-être l'une des premières fois en disant est-ce que vous êtes prêt quelque part?
Il n'y a rien de compliqué dans la gestion d'une région, d'une collectivité. Bon, à partir du moment où on gère une commune, on gère une communauté d'agglo, on peut aussi... On peut gérer la région, vous pensez? Ah, mais bien sûr, puisque... Quand on gère une commune, on peut gérer oui, la région. c'est fonction de l'encadrement. Au niveau de la région, il y a un encadrement conséquent qui permet de gérer avec un DGS, des DGA et des directeurs. Il y a un encadrement. Rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, non. Non. Maintenant, revenons à Port-Louis. Ouais. Et alors aujourd'hui, quelle est votre priorité à Port-Louis? Et puis, par la même occasion, est-ce que financièrement, Port-Louis a les moyens de ses ambitions? Est-ce que là aussi, vous pouvez dire, je suis à l'aise dans la commune? À partir de 2023, Port-Louis dispose des moyens de sa politique. Partir, vous dites, hein, oui, à partir de 2023, puisque nous sommes sortis du contrôle de la Chambre régionale des comptes sur l'exercice 2022. 2023, c'est vrai que la situation est encore tendue, difficile, mais nous donnons les moyens d'appliquer notre politique. Et c'est pour cette raison que nous avons une vision globale du développement de Port-Louis. Nous avons commencé d'ailleurs par l'arrière-plage du Souffleur. Nous travaillons tout azimut. Nous avons commencé par le nord, nous finirons par le sud, nous irons au centre, puisqu'il y a un certain nombre de chantiers en cours. Lesquels, rapidement? Alors, il y a le projet Océan sur la plage du Souffleur, il y a le terrain de foot, puisque l'ASPL a fait aussi les beaux jours de la Guadeloupe et de Port-Louis. Il y a le terrain de foot qui sera requalifié. Nous avons deux sections d'athlétisme dont l'une est enfin les deux sont prometteuses, mais l'une est très performante. Cela signifie qu'il faut des pistes d'athlétisme permettant aux jeunes de s'exprimer, mais dans le même temps, pour les écoles, pour l'école primaire, mais aussi le collège, il est important d'avoir des outils permettant l'expression populaire. Alors, il y aura ensuite le volet culturel, puisqu'il y a un pôle culturel de prévu à côté de la médiathèque qui permettra de requalifier le centre. Et c'est pour cette raison que nous avons une vision globale. La plage fait 3 km, enfin 2 km 933, mais il ne faut pas se limiter à la plage, il faut impérativement qu'il y ait des activités sur le littoral urbain. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut relier le nord au sud par un boulevard maritime qui devra être mis en place par la région, mais créer les conditions de l'attractivité de manière à ce que l'évasion professionnelle soit retardée, puisque nous sommes à 38% d'évasion professionnelle. Ça signifie qu'il y a plus de 62% de Port-Louisiens qui font travailler dans la conurbation pointoise, et très peu restent. Le plus gros employeur, c'est la commune, à Port-Louis. Ce qui signifie qu'il faut développer de l'activité permettant, aux jeunes de revenir ou de rester, mais ça permet aussi de développer le commerce, parce qu'une mère de famille qui travaille sur Jarry, elle fait quoi? Le matin, elle part très tôt, elle inscrit son enfant à l'école, à Jarry, elle prend son repas parfois dans sa voiture le midi, elle achète son pain au supermarché d'à côté du lieu où elle travaille, ce qui signifie que les commerces de proximité que nous avons ne peuvent prospérer non plus. Ce qui signifie qu'il y a lieu de mettre en place une politique globale de développement et d'attractivité territoriale. Voilà.
Alors, c'est vrai que nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. En une phrase, je vais dire, est-ce que vous vous retrouvez au niveau de la CNGT? Est-ce qu'on peut dire que la commune en profite et qu'il y a une belle dynamique au niveau de cette communauté? Oui, puisque pour sortir du déficit dans lequel nous nous trouvons, il a fallu faire appel à la communauté. D'autre part, nous avons mis en place avec le conseil communautaire et le bureau communautaire un dispositif permettant à Port-Louis-Anse-Bertrand de bénéficier de l'exonération. Ça fait quand même 250 000 € par année que nous n'avons pas. Quelques années maintenant, non? Que nous n'avons pas versé depuis jusqu'à 2022 et que nous commencerons à partir de 2023. Mais c'est aussi un coût pour la communauté. Mais c'était un choix. C'était un choix politique assumé par le président et le bureau. Actuellement, nous sommes sortis de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons et nous allons honorer nos engagements. Merci Jean-Marie Hubert d'être venu sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de nous retrouver ultérieurement. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très bonne soirée.